Le crépuscule drapait la savane burkinabé d'un voile cuivré, où les dernières lueurs du jour semblaient hésiter à céder la place à la nuit. Les acacias épars, silhouettes noueuses contre l'horizon, vibraient sous une brise tiède, tandis que le ciel s'embrasait de teintes orangées et pourpres, comme un tableau vivant peint par une main divine. Un chemin de terre battue, creusé par des décennies de passage, serpentait à travers ce paysage aride, soulevant des nuages, de poussière ocre sous les roues de 3 véhicules tout-terrain. Leur cortège discret mais déterminé avançait à vive allure, laissant derrière lui un sillage de sable tourbillonnant. À bord du véhicule central, un Land Cruiser blindé aux vitres teintées, se tenait le capitaine Ibrahim Traoré, président, par intérim du Burkina Faso. À seulement 34 ans, cet officier au regard perçant et à la démarche assurée portait sur ses épaules le poids d'une nation en quête de renouveau. Propulsé au pouvoir en septembre 2022, après avoir renversé le colonel Damiba dans un coup d'État audacieux, Traoré s'était juré de redonner au pays sa souveraineté, loin des griffes des ingérences étrangères qu'il dénonçait avec ferveur. Assis à l'arrière, il feuilletait un dossier épais, ses doigts parcourant des rapports détaillant un projet social ambitieux, un programme de microcrédit et de formation agricole destiné aux villages isolés de la région de Maun, son berceau natal. Ce voyage, tenu secret pour échapper aux regards indiscrets de la presse internationale et des puissances occidentales, incarnait son rêve d'un Burkina Faso autonome, bâti sur la sueur et la résilience de son peuple. « Nous serons sur place dans 20 minutes, Votre Excellence », et annonça Youssouf Diallo, son garde du corps principal depuis le siège avant. Youssouf, un colosse aux épaules carrées et au visage taillé dans le granit, était une figure respectée. Ancien membre des forces spéciales, il avait troqué les champs de bataille du Nord, où il combattait les djihadistes, pour la protection rapprochée du président. Sa loyauté était légendaire, tout comme son instinct aiguisé pour déceler le danger avant qu'il ne frappe. Ses yeux d'un noir profond scrutaient sans relâche les environs à travers la vitre poussiéreuse, tandis que sa main reposait près de son arme de service, prête à réagir en une fraction de seconde. Traoré, absorbé par ses documents, répondit d'un simple hochement de tête. Contrairement à ses prédécesseurs, englué dans des discours grandiloquents et des promesses vides, il préférait l'action concrète. Inspiré par l'héritage de Thomas Sankara, le Che Guevara africain, il incarnait pour des millions de Burkinabés, surtout parmi la jeunesse, un espoir tangible de rupture avec un passé marqué par la corruption et la soumission aux intérêts étrangers. Les responsables locaux sont-ils au courant ? Demanda Traoré, réajustant son béret rouge, devenu un symbole de son autorité et de son lien avec la révolution sankariste. Sa voix, calme mais ferme, trahissait une détermination inébranlable. Oui, mais comme vous l'avez ordonné, ils pensent accueillir un délégué ministériel. Votre présence restera secrète jusqu'à votre arrivée, répondit Youssouf, son regard balayant l'horizon avec une vigilance presque surnaturelle. Traoré esquissa un sourire discret, satisfait de cette discrétion. Son rejet des fastes présidentielles, palais luxueux, cortèges ostentatoires, costumes sur mesure, le distinguait radicalement. Il préférait les treillis militaires aux costumes de marque, les repas simples partagés avec les paysans aux banquets protocolaires. Cette authenticité, rare dans les sphères du pouvoir, lui valait une popularité sans précédent. Pour beaucoup, il était plus qu'un président. Il était le porte-étendard d'une Afrique debout, débarrassée des chaînes invisibles, des anciennes puissances coloniales. Après 3 heures de route chaoteuse, le convoi s'arrêta près d'un petit village pour une pause bienvenue. Les pneus crissèrent sur le sol rocailleux, et les portières s'ouvrirent, laissant descendre une poignée d'hommes en uniforme, les muscles raidis par le voyage. L'air était sec, chargé d'une chaleur résiduelle qui semblait émaner de la terre elle-même. Les soldats s'étirèrent, échangeant quelques mots à voix basse, tandis que Youssouf s'éloigna pour inspecter les environs. Son pas était mesuré, ses sens en alerte comme ceux d'un prédateur dans un territoire hostile. Soudain, son téléphone vibra dans la poche de son gilet tactique. Il s'arrêta, sortit l'appareil et fronça les sourcils en découvrant un message provenant d'un numéro masqué. 5 millions de dollars. Voilà ce que tu toucheras si tu nous révèles l'emplacement exact de Traoré dans les 48 heures. Une nouvelle vie t'attend avec un compte offshore déjà ouvert à ton nom. Youssouf resta immobile,
son visage impassible ne trahissant qu'une légère crispation. Ce n'était pas la première fois qu'on tentait de le corrompre. Les gardes du corps des leaders africains étaient des cibles privilégiées pour les services secrets, les mercenaires ou les multinationales, avides de contrôler les richesses du continent. Mais une telle somme, assortie d'une promesse aussi précise, était inédite. Sans un mot, il effaça le message, son cœur battant plus fort qu'il ne voulait l'admettre. Sa loyauté envers Traoré, forgée par des années de service et une admiration sincère, était une forteresse que même 5 millions de dollars ne pouvaient ébranler. Pourtant, une ombre de malaise s'installa en lui, comme un pressentiment qu'il ne pouvait chasser. Le soir venu, le convoi atteignit enfin sa destination. Un village modeste niché au cœur de la région de Moon, où les cases en banco s'alignaient, sous l'ombre protectrice de baobabs centenaires. Les habitants, prévenus à la dernière minute de l'identité de leurs visiteurs, accueillirent Traoré avec une joie sincère mais contenue, respectant son désir de simplicité. Des enfants aux pieds nus couraient autour du convoi, leur rire perçant la quiétude du crépuscule, tandis que les anciens, drapés dans des boubous colorés, offraient des salutations empreintes de dignité. Traoré, vêtu d'un treillis, kaki et de son béret rouge, s'entretint longuement avec les paysans, un carnet abîmé à la main. Il écoutait leurs préoccupations, la sécheresse qui ravageait les cultures, le manque d'accès à l'eau, les difficultés à écouler leurs produits sur les marchés, et notait leurs réponses avec une attention presque monastique. Après un dîner frugal de thau accompagné de sauce aux feuilles de baobab, partagé sous un ciel étoilé, il se retira dans une case préparée pour la nuit. Youssouf, fidèle à son devoir, sécurisa les lieux avec une minutie obsessionnelle, vérifiant chaque recoin, chaque fenêtre, chaque sentier menant au village. Alors qu'il montait la garde à l'extérieur, son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, le message le frappa comme un coup de poignard. Une photo accompagnait le texte. Sa sœur cadette, Aïcha, ligotée, le visage blême et marqué par la peur. Un journal du jour posé sur ses genoux prouvait que l'image était récente. Le message était d'une clarté glaçante. « Nous avons ta sœur. Tu as 24 heures pour obéir, sinon elle mourra. Elle. » Pas de discussion. Réponds oui et nous t'enverrons les instructions. Le sol sembla vaciller sous les pieds de Youssouf. Pendant des années, il avait servi son pays avec une dévotion absolue, d'abord comme soldat dans les zones infestées de djihadistes, puis comme protecteur de Traoré, un homme qu'il considérait comme l'âme d'une nation en renaissance. Aïcha, sa seule famille depuis la mort de leurs parents dans une attaque contre leur village, était son point d'ancrage. Il l'avait élevée seule, sacrifiant ses maigres économies pour financer ses études. À 26 ans, elle était devenue enseignante, un phare d'espoir pour leur communauté. La nuit qui suivit fut un supplice. Étendu sur une natte à l'entrée de la case présidentielle, Youssouf ne ferma pas l'œil, son esprit déchiré entre son serment envers Traoré et la terreur de perdre Aïcha. Les souvenirs de sa sœur, son sourire éclatant, ses lettres, pleines de gratitude, se mêlaient à la vision de Traoré, endormi à quelques mètres, ignorant le drame qui consumait son garde du corps. À l'aube, épuisé mais résolu, Youssouf entra dans la case pour vérifier la sécurité avant le réveil du président. Traoré dormait paisiblement, son béret posé sur une chaise, une pile de livres sur Fanon et Sankara à ses côtés. Youssouf s'attarda un instant, fixant cet homme qui portait les rêves d'un peuple. « Pourrez-vous un jour me pardonner » murmura-t-il, sa voix étouffée par l'ombre. Il quitta la pièce sans bruit, le cœur lourd. À midi, alors que Traoré discutait avec les villageois des plans pour un centre de formation agricole, un nouveau message arriva. Dernier avertissement. Les coordonnées dans l'heure, ou ta sœur est perdue. Pour la première fois, une fissure apparut dans la façade stoïque de Youssouf. À l'autre bout de la place du village, Traoré croisa son regard pendant une fraction de seconde. Leurs yeux se rencontrèrent, et le président sembla percevoir une détresse profonde, comme s'il devinait l'abîme moral dans lequel son fidèle protecteur était plongé. Sous l'ombre massive d'un baobab, Youssouf prit une décision. Il contacta Osman Kaboré, un ancien compagnon d'armes devenu officier de renseignement militaire. Leur amitié, forgée dans le feu des combats contre les djihadistes,
était un roc. Par un message codé, Youssouf écrivit « L'aigle est en péril, le petit du lion est enfermé, besoin d'un plan discret ». La réponse d'Osman fut immédiate. « Reçu, garde ton téléphone actif, ne réponds à personne avant mon signal ». 1 heure plus tard, alors que Traoré expliquait aux agriculteurs des techniques d'irrigation adaptées au Sahel, Osman rappela avec des informations alarmantes « Les ravisseurs sont des mercenaires étrangers, probablement liés à une organisation libyenne financée par des multinationales minières et des services secrets occidentaux. Ce n'est pas un simple assassinat, mais le prélude à un coup d'État. Ta sœur est peut-être dans un camp près de Djibo. On prépare une opération, mais il faut gagner du temps. Si tu cèdes trop vite, ils tueront Traoré et Aïcha pour effacer leurs traces. » Ces révélations confirmèrent les pires craintes de Youssouf. Soudain, un bourdonnement déchira le silence. Un drone, à peine visible dans le ciel éclatant, survola le village. Youssouf déclencha l'alerte et les gardes resserrèrent le dispositif de sécurité autour du président. Sans doute un repérage avant une attaque, expliqua-t-il à Traoré qui, impassible, ordonna de poursuivre le programme malgré la menace. Ce soir-là, autour d'un feu avec les anciens du village, Traoré parla avec passion des héros anticolonialistes, Sankara, Lumumba, Cabral, captivant son auditoire par sa verve et sa conviction. Puis, fixant Youssouf dans les yeux, il lança « Même les plus fidèles affrontent des épreuves qui révèlent leur vraie nature. J'espère que vous triompherez de la vôtre. » Ces mots, prononcés avec une gravité inhabituelle, ébranlèrent Youssouf. Était-ce une intuition, une mise en garde? Il n'en savait rien, mais ils résonnèrent en lui comme un défi. Seul dans la nuit, Youssouf prit une décision risquée. Il répondit au ravisseur « J'accepte, mais je veux une preuve de vie récente et la moitié de l'argent transféré d'abord. Ensuite, je donnerai les coordonnées et le moment idéal. » En parallèle, il alerta discrètement le colonel. Edraogo, un officier fidèle à Traoré sans révéler son propre rôle. Une attaque est imminente dans les 60 heures. Extraction discrète du président à l'heure recommandée. Le lendemain, une vidéo d'Aïcha lui parvint. Elle était épuisée, les yeux cernés mais vivante. « Frère, fais ce qu'ils demandent. Ils promettent de me libérer. J'ai peur. Aide-moi » implorait-elle, la voix brisée. Bouleversé, Youssouf s'effondra en silence derrière une case, les larmes roulant sur ses joues. Mais sa résolution tint bon. À l'aube, une opération secrète fut lancée. Traoré, déguisé en paysan avec une djellaba usée et un turban, fut exfiltré par une équipe d'élite dans un vieux pick-up. Un sosie vêtu de son treillis et de son béret rouge prit sa place dans le convoi. Youssouf transmit aux mercenaires de fausses coordonnées. Un point à 3 kilomètres du village où les forces spéciales attendaient, embusquées dans les broussailles. À 10h15, 6 mercenaires aguerris, équipés de fusils d'assaut et de talkies-walkies, arrivèrent sur le site. Leur progression fut surveillée par des snipers et un drone burkinabé. Au signal, les forces spéciales frappèrent, encerclant les assaillants dans un déluge de feu. Youssouf, plongé dans la mêlée, sauva un jeune soldat en prenant une balle dans l'épaule. 4 mercenaires furent capturés, 2 abattus. L'un d'eux, agonisant, murmura « D'autres viendront. Votre président gêne trop d'intérêt. » Youssouf s'effondra, vidé par la douleur et l'adrénaline. 3 jours plus tard, à l'hôpital militaire d'Ouagadougou, il se réveilla dans une chambre austère. Face à lui, Traoré lisait « Les damnés de la terre » de Frantz Fanon, un marque-page glissé entre les pages. « Vous en avez assez fait », dit le président, posant le livre. Puis, avec un regard empreint de respect, « Tu as vaincu la peur de perdre un être cher, la pire épreuve. Les services savaient pour les messages. Je t'ai laissé choisir car je croyais en toi. » « Et Aïcha ?» demanda Youssouf, la gorge nouée. « Sauvé hier soir près de la frontière malienne. Tu la verras bientôt. » Soulagé, Youssouf tendit une lettre de démission rongée par la honte d'avoir envisagé même un instant de trahir. Traoré la déchira sans hésiter. « Refusé. Tu es plus essentiel que jamais. Les hommes parfaits n'existent pas, seulement ceux qui choisissent bien malgré le doute. » Les mercenaires capturés livrèrent des preuves accablantes. Un complot orchestré par des firmes minières occidentales et des agences de renseignement étrangères visant à éliminer Traoré,
pour installer un régime favorable à leurs intérêts. Lors d'une conférence de presse retransmise dans le monde entier, Traoré dévoila ses révélations, brandissant des documents et des enregistrements. Face aux journalistes, il défendit Youssouf avec une conviction rare. Il n'a pas trahi. Il a protégé son pays et sa famille, prouvant que la loyauté triomphe des dilemmes inhumains. L'histoire de Youssouf, surnommé « l'homme qui refusa 5 millions pour son âme », devint une légende à travers l'Afrique. Refusant la gloire, il se consacra à former les nouvelles générations à l'Académie de sécurité éthique, transmettant les valeurs d'intégrité et de sacrifice. Aïcha, libérée, dirigea un centre pour les victimes d'enlèvement, devenant une figure d'espoir pour les survivants. Ensemble, ils incarnèrent un Burkina Faso résilient, uni face aux défis d'un monde complexe.